Je suis marchand d'art. Et un marchand d'art, c'est un vendeur. Même si je déteste ce mot qui a quelque chose de sale. Mais ça ne me dérange pas de l'utiliser. Si on croit en son produit, et dans mon cas, il s'agit de grand art, on peut transmettre son enthousiasme aux collectionneurs, en leur tenant si possible un discours raisonnablement intelligent. Jeff n'est pas un artiste qui cherche à torturer le public. Il veut nous faire réagir. Il veut qu'on se voie dans son travail. Et il veut mieux nous connaître, à travers ses œuvres et ce qu'elles reflètent de nous. Ce n'est pas un artiste enfermé dans sa tour d'ivoire. Est-ce que ça fait de lui un commerçant? Est-ce que vouloir illustrer des thèmes qui parlent à tout le monde fait de lui un artiste commercial? Oui, c'est un artiste commercial parce qu'il a compris qu'être commercial, c'est être populaire. Quand j'ai emménagé à New York, j'ai décroché un job au musée d'art moderne. À un moment donné, on m'a demandé de gérer les abonnements et rapidement le nombre d'abonnés a doublé. Résultat, les gens venaient me voir pour me proposer de travailler avec eux. On m'a demandé de vendre des fonds communs de placement, alors j'ai fait du porte-à-porte et vendu des fonds communs de placement. Puis j'ai été courtier en matières premières. Wall Street, Manhattan. Après avoir fait des études artistiques à Baltimore et à Chicago, Jeff Koons travaille comme agent de change, un métier qu'il exercera avec brio pendant 6 ans. Ce que je voulais, c'était gagner assez d'argent pour pouvoir réaliser mes œuvres, comme vacuum cleaner, aspirateur, en restant indépendant du monde de l'art. Je ne voulais pas dépendre d'un collectionneur. Mais est arrivé un moment où j'étais totalement obnubilé par mon travail. Alors j'ai dû m'arrêter. J'ai fait ça pendant un temps, histoire de mettre assez d'argent de côté pour pouvoir réaliser des moulages en bronze, comme mon scaphandre ou mon canot de sauvetage. Mais je voulais vraiment percer, gagner le soutien des milieux artistiques, de manière à pouvoir faire ça tous les jours sans avoir à exercer un autre métier. Je voulais pouvoir me concentrer sur mon travail d'artiste. J'étais prêt à vendre moins cher que ça ne m'avait coûté, par exemple mon scaphandre en bronze, sachant que d'un autre côté, j'allais peut-être réussir à vendre l'aquarium 3 000 $ alors qu'il ne m'avait coûté que 900 $. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'était de percer. Et voici le fameux Balloon Dog. Contrairement au ballon de baudruche dont s'inspire l'artiste, celui-ci pèse pas moins de 150 kg. En 2013, un des chiens en inox de la série des Balloon Dogs a été vendu à 52 millions de $ chez Christie's. Depuis, Jeff Koons est considéré comme l'artiste le plus cher au monde. Selon moi, la plupart des visiteurs n'ont aucune idée du prix de ces objets. Même si on parle beaucoup de la cote de Jeff dans la presse, ce n'est pas ce à quoi ils pensent en venant ici. Non, je ne crois pas que le public pense à l'aspect pécuniaire de ces œuvres. Cela dit, contrairement à beaucoup d'autres artistes dont les œuvres se vendent à des prix très élevés, je trouve que Jeff est très honnête dans son rapport au marché. D'ailleurs, c'est pour ainsi dire implicite dans certaines de ses œuvres. Celle-ci est entièrement dorée, elle brille, on se voit dedans. Elle fait penser à des objets précieux et c'est intentionnel. Jeff utilise de l'inox parce que ça ressemble à l'argent ou au platine, alors qu'en fait c'est un matériau bon marché. La séduction repose parfois sur le bluff. Je trouve intéressant qu'il aborde ces questions dans ses œuvres sans jouer les innocents. En 2008, Jeff Koons investit le château de Versailles. Un cadre somptueux pour des œuvres légères et prosaïques. L'exposition choque, d'autant plus qu'on la suspecte de servir les intérêts de son principal sponsor, François Pinault, qui possède la plupart des œuvres exposées. Quand art rime avec pouvoir. Vous savez, sur tous les marchés, il y a des prix qui peuvent en choquer certains. Une bouteille de vin, par exemple, peut atteindre des prix faramineux aux enchères. Mais généralement, on peut comprendre pourquoi tel ou tel article se vend à tel ou tel prix. En tout cas, les personnes qui ont besoin de comprendre comprennent. Les gens qui ne font pas partie de ce monde-là, qui ne sont pas impliqués dans le marché de l'art, trouvent peut-être cela bizarre.
ou extravagant. Mais après tout, qu'importe. Leur opinion ne m'intéresse pas vraiment au fond. En novembre 2013, le montant total de la vente d'une série d'œuvres du XXe siècle chez Christie's a frôlé les 700 millions de dollars. Brett Gorvey attend une œuvre de Jeff Koons qui sera prochainement mise aux enchères à New York. Le Balloon Monkey, ou singe gonflable, doit être installé ce soir sur l'esplanade qui s'étend devant la célèbre maison de vente. Sa valeur est estimée à 30 millions de dollars. J'exerce ce métier depuis 20 ans. Il consiste, entre autres, à créer une certaine ambiance dans la salle des ventes, à faire monter la tension tout au long de la séance. Une tension qui atteint son paroxysme au moment où le marteau s'apprête à tomber. Cette excitation est un élément clé des ventes aux enchères. Bien évidemment, c'est un marché international. Nous sommes donc souvent au téléphone avec des personnes qui désirent ardemment l'objet mis en vente, mais qui savent qu'ils sont en compétition. À l'autre bout du fil, ils perçoivent la tension qui règne dans la salle, toute l'excitation liée à l'anticipation du montant final. Notre rôle à nous est de rester très calme et attentif, tout en laissant les gladiateurs se livrer bataille dans l'arène. 47 millions. 47 millions de dollars pour le Jeff Koons. $48 48 millions. million. 49 millions. Robert, 50? Oui, 50 millions de dollars. Quelqu'un pour 52? Je ne pense pas qu'on propose 51. J'attends. Nous restons sur 50 millions de dollars. Vous êtes sûr? Très bien, merci. Le Balloon Dog va donc à l'interlocuteur de Robert Manley. Ah, vous offrez plus, merci. Je ne pensais pas avoir réussi à vous convaincre. Mais on dirait que si. 51 millions pour le Jeff Koons. Vous avez mieux. 52 millions. C'est un nom définitif ou un peut-être non? C'est un non. 52 millions par ici. Attendez. « 52 millions à ma droite. Robert Manley a quelqu'un pour 52 millions. Vous êtes sûr de vous? Réfléchissez bien. Adjugé vendu. Nous avons eu beaucoup de chance l'an dernier, car nous avons atteint le prix le plus élevé, non seulement pour une sculpture de Jeff Koons, mais plus généralement pour une sculpture réalisée par un artiste vivant. Nous avons vendu ses tulipes et aussi son train, chacun pour plus de 30 millions de dollars. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un engouement passager. Jeff Koons est là depuis longtemps. Il a été l'un des artistes les plus importants du début des années 80 et depuis, il a toujours conservé sa place dans le monde de l'art. Et ses œuvres ont toujours pris plus de valeur. Au début des années 2000, Christie's a battu tous les records pour un Jeff Koons, en vendant sa Panthère rose pour presque 2 millions de dollars. C'est d'ailleurs longtemps resté le prix le plus élevé payé pour un Jeff Koons. De l'art ou de la marchandise? Se vend-elle d'autant mieux qu'elle est rutilante? En tout cas, en dehors de toute prise de position critique ou politique, l'art est plus que jamais un objet de spéculation. Il y a des gens qui conçoivent l'art de cette manière, qui pensent qu'il faut avoir des œuvres d'art, que c'est un bon placement. On l'entend dire de plus en plus. S'ils veulent voir les choses comme ça, pourquoi pas? Quand il y a des sommes considérables en jeu, que les prix montent à des hauteurs vertigineuses, on comprend que les gens prennent ça au sérieux. Qu'ils se disent « je place une partie de mon capital dans l'art ». C'est plutôt une bonne chose, il me semble. Ça l'est pour moi, pour l'artiste, et puis c'est loin d'être la pire façon d'utiliser son argent.
Le singe est l'une de ses plus grandes sculptures. On y trouve toutes les merveilleuses connotations si chères à Jeff, à commencer par la sexualité, la lascivité. Jeff Koons est à l'apogée de sa carrière. La rétrospective du Whitney Museum, qui fera ensuite étape au Centre Pompidou à Paris, puis au musée Guggenheim de Bilbao, en est la preuve. Koons sait qu'il ne s'agit pas uniquement d'écrire l'histoire de l'art, mais aussi d'en fixer les valeurs marchandes. Je ne suis pas naïf vis-à-vis de tout ça, mais je pense qu'il règne une certaine confusion. Quand les gens s'intéressent à quelque chose pour une raison ou pour une autre, qu'ils y attachent de l'importance et estiment que c'est bénéfique à la société, l'une des façons qu'ils ont de montrer cet intérêt, c'est en accordant de la valeur, une valeur marchande à la chose en question. Car c'est ce qui va la protéger. Si quelqu'un paye une somme folle pour une œuvre, il va en prendre soin, l'exposer dans un bel endroit. C'est ce que la valeur marchande a de positif. Et c'est comme ça que la société fonctionne. Jeff Koons aurait-il été inspiré par un certain collectionneur chypriote installé à Athènes? Dakis Ioannou, promoteur immobilier et l'un des plus grands collectionneurs de la planète, vit dans les beaux quartiers de la capitale grecque, sur les hauteurs de la ville. Parfois, on regarde une œuvre et soudain, on voit quelque chose. On découvre quelque chose de nouveau, même si c'est un tableau qu'on a depuis 20 ans. C'est ce qui distingue les chefs-d'œuvre, ceux qui résistent à l'épreuve du temps, ceux qu'on prend plaisir à regarder une ou deux fois, et puis plus du tout, après un certain temps. J'ai beaucoup d'amis. Je n'ai pas de réseau professionnel de conseillers, ni personne de ce genre. C'est moi qui prends les décisions. Je me sens lié aux artistes en ceci que nous faisons tous partie de cette grande famille qu'est le monde de l'art. En fait, mon activité de collectionneur découle de la relation que j'entretiens avec les artistes. Dakis Ioannou possède une bonne vingtaine d'œuvres de Jeff Koons. Il y a 3 ans, il a ouvert sa galerie privée au public dans sa villa d'Athènes. Il y a un lien d'amitié très fort entre Jeff et moi. L'aspect relationnel est important pour moi. Quand on est ami avec quelqu'un depuis 30 ans, on a forcément un lien plus fort qu'avec une personne qu'on connaît depuis 2 ans. Jeff vient me voir à Corfou avec sa famille. Ses enfants sont amis avec mes petits-enfants. Dakis Ioannou est fier de son tout nouveau yacht dans le port du Pirée. Tout nouveau, car il en possède 4. Ce petit dernier s'appelle Guilty, coupable, et c'est un vrai musée d'art flottant qui semble tout droit sorti d'un film de James Bond. Quand le bateau était encore en chantier, Dakis a demandé à Jeff Koons si ça l'intéresserait de se charger de son aspect extérieur. Et l'artiste a dit oui. Il a d'abord pensé à un camouflage façon Première Guerre mondiale, puis les 2 hommes ont opté pour cette variante largement inspirée du style de Roy Lichtenstein. La plus grosse difficulté a été de projeter le motif sur cette surface courbe, de façon à obtenir le résultat souhaité. Ce n'était pas un simple travail de peinture. Il fallait bien calculer son coût au niveau des lignes, de façon à ce que le dessin ne soit pas déformé par la courbure de la coque. Ce n'est pas de la provocation. Ce que je le fais pour moi. Si les gens trouvent ça provocateur,
eh bien tant pis. Je n'y peux rien. Je fais les choses comme je le sens. C'est important pour moi d'avoir cette liberté.